Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de me donner la parole sur ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est que je vais me présenter rapidement et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet sur comment structurer un projet de création d'entreprise en espérant qu'on arrive à tenir les délais des 45 minutes impartis. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit pendant ce webinaire, à utiliser le chat que je vois en même temps. Ça rendra la chose plus interactive vu que je ne peux pas vous voir. Au moins, essayons d'être plus proches comme ça. Alors, en quelques mots, donc moi je suis Olivier Leblin-Roux, je suis un des cofondateurs de TechnoFounders, qui est un startup studio qui a pour mission de créer des startups issues d'un actif technologique prometteur. Avant ça, j'ai eu la chance de commencer ma carrière dans du conseil en stratégie et j'ai participé à la création d'autres startups dans le e-commerce. Certaines ont été des francs succès, d'autres des échecs. Donc voilà un peu ce que j'ai fait avant ça. Rentrons dans le vif du sujet si ça vous va. Comment structurer un projet de création d'entreprise? Alors, avant toute chose, je vais vous présenter une trame que moi je suis pour structurer la réflexion sur les projets de création. J'ai pas la prétention d'avoir la trame idéale ou parfaite, donc il se peut qu'il y ait des choses qui soient oubliées ou omises là-dedans. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour à tous ceux qui utilisent le chat. Et je serais ravi de préciser tout ça. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails de la création d'entreprise, évidemment, mais ça, au moins, ça fera un bon début et une trame à suivre. Alors, concrètement, il y a quelques étapes clés que j'essaie de suivre. La première, c'est savoir dans quoi on s'embarque. C'est une phrase que j'ai empruntée à une collaboratrice. Merci beaucoup. C'est important de savoir finalement dans quoi on s'embarque en termes de rôle de chef d'entreprise. Si vous envisagez un tel saut dans l'inconnu, vous allez voir, on va le préciser, mais c'est important de savoir de quoi il retourne. Ensuite, et c'est le plus gros du travail, je pense qu'il faut lister et répondre à toutes les questions qui permettent de cadrer votre projet. Et là, je vais vous donner un certain nombre de pistes que moi j'utilise pour au moins les questions classiques, sachant qu'il y a tout un tas de questions qui seront spécifiques pour votre projet et auxquelles il faudra répondre spécifiquement sur votre projet. Ensuite, il faudra construire les premières pierres. Ce que j'appelle les premières pierres, c'est le business plan, éventuellement une plaquette commerciale, un prototype, ce genre de choses. Et moi, personnellement, je préfère faire ça après avoir listé un certain nombre de questions. Ça évite de perdre du temps et ça permet de structurer quand on a déjà une idée assez précise. Ensuite, confronter son idée et se faire challenger, entre guillemets, par le monde extérieur, c'est très important. Ajuster l'idée initiale et vérifier qu'il s'agit toujours d'une bonne opportunité pour soi. C'est très important, on va le voir. Et enfin, se lancer si tout va bien, ce qui est l'objectif in fine. Voilà. Alors après, vous allez voir, c'est très itératif parce que le but, c'est que on est en permanence en train de confronter son idée, de l'ajuster et de rajouter les questions auxquelles il faut répondre. Et puis, à un moment, il faut se décider. Alors moi, je vous conseille, c'est ce que je mets en bas, je vous conseille de ne pas commencer votre projet de création par ouvrir un PowerPoint et structurer votre pitch. Je trouve que c'est rarement la bonne idée. Il vaut mieux d'abord se poser un certain nombre de questions et essayer d'y répondre sur un bout de papier quasiment, plutôt que d'essayer de structurer un pitch parce que ça peut un peu fermer votre réflexion. Alors, on va rentrer dans chacun de ces points en détail. D'abord, savoir dans quoi on s'embarque. Le but de ça, c'est de rendre un peu plus concret, si vous ne le connaissez pas déjà, le rôle et le quotidien d'un chef d'entreprise, si c'est le rôle que vous envisagez. Et concrètement, ça veut dire essayer de clarifier quel va être l'impact sur votre vie personnelle et sur votre famille éventuellement. Quelles sont les difficultés et les risques au quotidien? Parce que en tant que chef d'entreprise, vous pouvez être exposé à un certain nombre de risques. Ça ne doit pas forcément être un blocage, mais il faut en être conscient. Typiquement des risques juridiques ou des difficultés à pouvoir typiquement communiquer certains doutes autour de vous. Faut aussi comprendre qu'est-ce qui vous motive dans ce rôle-là. Et un point aussi assez important, quel est le milieu dans lequel vous allez potentiellement naviguer dans les prochaines années. Alors comment faire ça? Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Il faut aller parler à des entrepreneurs qui l'ont déjà fait ou qui sont en train de le faire. Et pour ça, c'est à la fois assez simple et ça peut être un peu intimidant. Il faut prendre contact avec des entrepreneurs, notamment via LinkedIn ou son réseau personnel, en leur envoyant un petit message en disant que voilà, je m'apprête à essayer de lancer une entreprise, une aventure, mais j'aurais besoin d'un peu de conseils pour savoir comment structurer la chose ou juste avoir un peu d'informations sur votre secteur. Et là, c'est important, je pense, de ne pas se limiter uniquement à des entrepreneurs, par exemple, du même âge que vous ou qui ont la même expérience que vous. C'est important d'aller voir des gens un peu différents
qui vont vous justement partager avec eux quel a été l'impact sur leur vie personnelle, quelles ont été les questions qu'ils se sont posées ou qu'ils auraient dû se poser avant de se lancer. Et ça va beaucoup vous aider à vous faire poser les bonnes questions. Ça, c'est un truc extrêmement important. Et en plus de ça, le fait de prendre contact avec des gens que vous connaissez potentiellement pas, c'est un bon premier test pour savoir si vous aimez aller démarcher des gens et aller parler de votre projet. Et il faut rencontrer les acteurs du secteur parce que ça va vous donner, je pense, en tout cas j'en suis convaincu, une bonne vision des codes, de la façon dont les acteurs dans le secteur que vous visez se parlent, se comportent, quelles sont leurs coutumes quelque part, parce que c'est très différent quand vous évoluez dans le marché, par exemple de la sécurité ou le marché de l'agroalimentaire ou de l'associatif. C'est pas les mêmes façons de parler, c'est pas les mêmes codes, et il vaut mieux savoir avant que 6 mois après si ça vous plaît en réalité, ou si la manière dont les gens interagissent dans ce milieu-là vous convient. Et en plus de ça, le fait de prendre contact avec tous ces gens, avec tout ce réseau en amont de votre création, ça peut être très utile pour la suite, parce que certains de ces contacts pourront s'avérer être des coachs ou des mentors pour vous, pour la suite. Pas tous, évidemment, hein, mais il se peut que vous fassiez des belles rencontres à ce moment-là, et ces gens-là peuvent vous accompagner tout au long de votre aventure, et en général, c'est très bénéfique. Alors, une fois qu'on sait à peu près un peu plus dans quoi on s'embarque, il y a un certain nombre de questions à se poser pour cadrer votre projet de création. Pour moi, j'ai un peu trois grands thèmes. Le premier thème, c'est des questions qui portent sur vous, essentiellement. Et là, on peut avoir différents types de questions. La première, pour moi, c'est de savoir quel est votre objectif personnel dans la création d'entreprise. Typiquement, est-ce que votre but, c'est d'être autonome, d'expérimenter une entreprise avec une forte croissance? Est-ce que c'est de devenir riche? Est-ce que c'est d'être utile à la société, être en contact avec des clients, vivre de votre passion? Ça peut être très divers, mais il faut que vous l'ayez écrit quelque part, ou au moins que vous vous soyez posé la question, parce que vous le verrez, quand on aura structuré un peu tout le projet de création, il faudra se demander, est-ce que ce que je veux faire finalement, est-ce que ça remplit mon objectif personnel? Est-ce qu'il y a une chance que ça remplisse mon objectif personnel? Et c'est très important. Souvent, on l'omet un petit peu, mais c'est important. Surtout quand après le projet évolue, se poser la question régulièrement de savoir si ça correspond toujours à notre objectif de vie, c'est très important. Un deuxième point, à mon avis, crucial, c'est de savoir qui est avec vous autour du projet et pourquoi. Typiquement, vous pouvez avoir envie de vous associer avec quelqu'un, une ou plusieurs personnes, et ça, c'est très intéressant, c'est très important parce que ça apporte beaucoup. On est toujours beaucoup plus intelligent à 2, à 3 que tout seul. Par contre, il va falloir se poser une question très fondamentale, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez vous associer avec cette personne, qu'est-ce qu'elle apporte dans l'aventure, et réciproquement, qu'est-ce qu'elle attend de cette aventure-là. Qu'est-ce que cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle est intéressée pour venir dans l'aventure? Et je pense que ce qui est très sain, c'est de se partager ce constat-là ou ces envies mutuellement, un peu comme un couple pourrait se partager des objectifs de vie, parce que il vaut mieux se connaître avant le début du projet, vraiment savoir quelles sont ses motivations profondes entre associés, plutôt que de le découvrir quelques années plus tard. Et au-delà même de l'association, donc c'est l'associé qui va venir finalement être opérationnel avec vous, à vos côtés dans l'entreprise, vous pouvez avoir d'autres personnes qui vous soutiennent dans ce projet-là, typiquement votre conjoint par exemple. Et c'est très important aussi de savoir est-ce que votre conjoint vous soutient dans cette aventure ou pas, par exemple, et pourquoi. Parce que ça va être la personne qui pourra potentiellement vous épauler, vous apporter une zone de confort, et ça va être une personne aussi avec laquelle vous pourrez partager éventuellement des succès ou des doutes dans votre aventure. Donc c'est assez important de partager cette vision avec cette personne-là. Ensuite, il y a un certain nombre de questions à se poser sur qu'est-ce que je sais faire personnellement. Est-ce que je sais, des choses assez basiques, hein. Est-ce que je sais faire de la comptabilité? Est-ce que je sais designer des produits? Est-ce que je sais fabriquer des produits? Est-ce que je sais les vendre? Des questions assez basiques, mais il faut que vous soyez honnête avec vous-même pour vous dire qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, mais surtout qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire. Parce que ce que vous n'avez pas envie de faire, vous n'allez pas réussir à le faire correctement dans les premières années ou même tout au long de l'aventure de création d'entreprise. Et ça sera très important pour savoir quelles compétences il va vous manquer et quelles compétences vous allez devoir aller chercher ailleurs dans votre aventure. Que ce soit en recrutant des gens, en s'associant avec d'autres associés ou en allant externaliser un certain nombre de fonctions de votre entreprise. Ensuite, il y a quelle est la mission que je me fixe. Et une mission, ça doit tenir en une phrase, si possible, très courte. Par exemple, sur Neopharm, une de nos sociétés, la mission, c'est de produire
des produits, des fruits et légumes bio, localement, de façon saine. C'est aussi simple que ça. Et votre mission, elle n'a pas forcément besoin d'être originale. Elle doit être très simple. Et en fait, la mission, c'est ce qui va quasiment être invariant. La façon dont vous le faites peut changer. Le produit que vous allez in fine commercialiser ou vendre va changer. L'équipe peut potentiellement changer beaucoup. Même vos associés, si vous en avez, peuvent changer. Mais la mission a peu de chances de changer. Donc, ça prend du temps de définir une mission claire et concise, mais c'est une étape importante. Alors, pour moi, c'était cette première étape là, de questions, qui sont plutôt des questions centrées sur soi-même, c'est à mon avis la plus complexe parce que ça demande une grande dose d'honnêteté intellectuelle envers soi et envers ses futurs associés. Mais c'est là où c'est important, à mon avis, de mettre tous les sujets importants sur la table. Quels sont notamment les objectifs de vie, avec quoi on veut ressortir d'une telle aventure, qu'est-ce qui ferait qu'on quitterait une aventure entrepreneuriale au bout de quelques années, qu'est-ce qui nous satisferait, qu'est-ce qui nous fait vibrer, et qu'est-ce qui au contraire est inacceptable pour nous. Je pense que c'est quelque chose d'intéressant à mettre sur le papier pour pouvoir y revenir un peu plus tard. Donc ça, c'est un premier lot de questions, plutôt sur nous. Ensuite, il faut se poser des questions pour cadrer son projet sur qu'est-ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose in fine comme produit ou comme service. Donc le premier volet, effectivement, c'est le produit ou le service. Et pour moi, là-dessus, il y a deux volets. Il y a un premier volet qui est l'objectif à long terme que vous fixez. En général, c'est avec ça que vous vous êtes dit oh, je veux créer une boîte, je veux me lancer. Parce que vous avez un objectif long terme, vous avez un rêve de dire je veux lancer une gamme de produits ou je veux faire telle ou telle action qui peut être assez complexe et qui peut être assez long à atteindre. C'est votre objectif long terme. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de se dire quel va être le bon premier produit, la première étape pour se lancer. Et là, il y a un truc très intéressant, enfin très important, c'est qu'il faut essayer d'envisager un premier produit. En tout cas, c'est comme ça que moi j'essaie de l'envisager. Il faut essayer d'éviter de se dire qu'on va créer 5 produits jour 1, parce que c'est très compliqué. Déjà, créer un bon produit ou service qui soit quelque part bien ficelé, qui réponde aux besoins des clients, qui soit bien pricé et qui soit quelque part bien produit et bien exécuté, c'est très compliqué. Donc déjà, le faire pour un, c'est compliqué. Le faire pour plusieurs produits à la fois, jour 1, ça devient très, très complexe. Et ça, voilà, c'est vraiment la première étape, se dire faire un premier produit, si possible assez simple, pour se lancer. Pourquoi simple? Parce que il y a un moment où en fait vous allez réfléchir beaucoup sur votre premier produit, quelle forme il doit avoir, mais au final, ce qui va être intéressant, c'est de le mettre dans les mains de vos futurs clients ou potentiels futurs clients pour que eux vous disent si effectivement le produit répond à leur attente ou pas et continuer à le faire évoluer. Donc moi, je vous conseille d'aller assez loin, mais pas trop loin dans la conception, la définition de votre produit, et d'aller assez vite itérer avec vos clients pour mieux le définir. Ensuite, tout un volet consiste à dire à qui on va vendre ce produit, à qui vous imaginez vendre ce produit. Donc là, vous allez vous lister quels sont a priori vos clients types. Qui est-ce que vous imaginez va acheter votre produit ou va utiliser votre service? C'est important de vous le lister parce que vous allez pouvoir après confronter, savoir si est-ce que c'est réellement le cas ou pas. Donc, est-ce que, par exemple, vos clients sont des entreprises? Est-ce que vos clients sont des consommateurs individuels? Où est-ce qu'on les trouve? Est-ce qu'ils sont nombreux? Et si nombreux, combien? Où est-ce qu'on les trouve? Et au final, ce que vous faites là, c'est vous commencez à faire une étude de marché. Alors, il n'y a pas forcément besoin de faire des études de marché très complexes au départ. Typiquement, à mon avis, quand vous lancez un projet de création d'entreprise, savoir que le marché de l'agroalimentaire ou de la cosmétique vaut X milliards a assez peu d'intérêt. Par contre, savoir quels sont que les 10 premiers clients sont un tel et un tel, et que eux, ils ont un besoin clairement identifié, est beaucoup plus intéressant à mon avis. Après, ça vaut le coup de se rassurer sur le fait que le marché est suffisamment profond, c'est-à-dire qu'il y a au-delà des 10 premiers clients, il y en a peut-être plusieurs centaines, milliers ou millions. Mais dans un premier temps, il faut déjà se demander à qui on vend et comment est-ce qu'ils vont connaître l'existence de mon produit. Comment est-ce qu'ils vont savoir que j'existe dans le monde. C'est un point hyper important. Donc là, vous allez faire un certain nombre d'hypothèses et tenter d'y répondre de façon le plus objective possible. Ensuite, une fois que vous avez fait ces premières étapes-là, il faudra se demander pourquoi est-ce que ce que je propose est vraiment attirant pour mes futurs clients. Au fond, ce que vous allez essayer de mettre sur le papier là, c'est quel est votre avantage compétitif. Pourquoi c'est attirant pour mes clients? C'est-à-dire à quel problème est-ce que je réponds? Est-ce que
ce produit, un produit similaire existe ailleurs, mais il y a une mauvaise expérience client, par exemple. Sur cette partie-là, quel produit-service, l'objectif long terme, donc définir son produit phare, son produit rêvé, typique. Merci pour les gens sur le chat. Et du coup, se dire, bah voilà, ça c'est mon objectif long terme, mais de façon plus pragmatique, plus réaliste. Le premier produit, qu'est-ce que ça doit être? Et ça doit être un produit relativement simple, parce que vous allez itérer plusieurs fois avec notamment vos potentiels clients pour finir de définir le produit idéal. Donc, ça sert à rien d'aller trop loin dans la conception du produit. Et il faut faire un produit. Moi, je vous encourage vraiment à essayer de rester sur un seul produit parce que c'est déjà suffisamment complexe de bien concevoir un produit, savoir comment le vendre, à qui le vendre, ou un service d'ailleurs, plutôt que de se dire tout de suite, je vais en faire 5 différents ou 10 différents. Ça sera trop complexe et en réalité, vous risquez de vous épuiser. Alors, pour revenir sur une question qui a été posée sur le chat, le produit ne doit pas forcément toujours répondre à un problème, mais il doit toujours répondre à un besoin. Et si c'est le cas d'un achat plaisir, oui, s'il y a un besoin quelque part de confort ou un besoin autre d'assouvir un plaisir, c'est tout à fait intéressant, mais il faut se dire, du coup, les achats plaisir, si c'est un achat plaisir, dans quel cadre et dans quel moment mes clients. C'est ça qui est important. Il n'y a pas toujours un problème ou quelque chose de compliqué à résoudre, hein, pas du tout. Mais il faut se dire, ou des entreprises vont se tourner vers un tel produit et vont l'acheter. C'est ça, je pense, le plus important. Donc, voilà pour le produit. Ensuite, il faut se poser la question de à qui va s'adresser ce produit. Et donc, c'est ça qu'on va appeler l'étude de marché, même si personnellement, je trouve que dans les projets de création d'entreprise, avant de se dire que le marché de l'agroalimentaire ou de la pharma vaut X milliards, il vaut mieux d'abord se poser la question de quels vont être mes 10 premiers clients, à quoi ils ressemblent, où est-ce qu'ils se trouvent, est-ce qu'ils sont nombreux, est-ce qu'au-delà des 10 premiers clients, il y en a une centaine, un millier, des millions qui ressemblent à ces clients-là et qui vont avoir les mêmes types de besoins. Et ça va vous aider beaucoup à savoir ben voilà, quelle est la taille du projet que vous avez devant vous et quelle est la taille du projet que vous voulez faire. Et surtout, comment est-ce que ces clients-là vont connaître l'existence de mon produit? Est-ce qu'ils vont devoir passer physiquement devant une boutique? Est-ce je vais devoir aller les chercher avec de la pub sur Internet? Est-ce que je vais les capter autrement? C'est aussi un point important c'est une question importante à se poser avant de se lancer. Et vous allez mettre sur papier plusieurs hypothèses et vous allez les confronter après avec la réalité. Ensuite, il faut vous poser la question de pourquoi le produit que vous avez imaginé est attirant pour vos futurs clients. Ça, c'est un peu votre avantage compétitif. Et notamment, à quel problème est-ce que je réponds? Mauvaise expérience client, nouveaux besoins, meilleure performance ou meilleur prix. Pourquoi est-ce que mon produit spécifiquement répond à ce problème? Souvent, alors je ne sais pas à quel point je me répète ou pas par rapport à ce qui était dit avant, mais souvent, on se dit, on a une vision très claire du besoin ou du problème auquel on répond. On a une vision très claire du produit qu'on veut mettre sur le marché, mais on oublie de se poser la question, est-ce que finalement, le produit que j'ai designé répond bien au problème que j'ai imaginé? Donc, c'est important, à la fin de ces deux étapes, de les confronter pour se dire, voilà, est-ce que peut-être que le problème que j'avais imaginé, en fait, c'est pas vraiment celui-là auquel je réponds, mais le problème auquel je réponds vraiment, il est aussi important. Ou au contraire, est-ce qu'il faut que je fasse évoluer mon produit un peu différemment pour répondre réellement au problème que je me suis fixé? Donc, c'est assez itératif, mais c'est important de faire ce travail de réconciliation. Et enfin, est-ce que le produit que j'ai imaginé, est-ce que ça répond bien à la mission initiale que je m'étais fixée? Parce qu'on peut dériver et au final, on peut être très loin de la mission initiale. Et alors, idéalement, une petite astuce qu'on m'a donnée un jour et que je trouve très bonne, qui est difficile à faire dans les faits, c'est qu'idéalement, on doit pouvoir expliquer son produit à un enfant de 5 ans. Et au début, moi, j'y croyais pas, mais en fait, c'est très vrai. Même les produits les plus complexes, on peut les expliquer à des enfants de 5 ans. Et c'est un très bon test pour savoir si votre produit n'est pas trop complexe. Et en général, quand on n'y arrive pas, c'est qu'on n'a pas encore été suffisamment loin dans la définition du produit et du besoin. Alors, je vais essayer de retourner dans le live. Une fois qu'on a résolu ces sets de questions-là, on a d'autres types de questions plutôt relatifs à la structure de l'entreprise. Et notamment, qu'est-ce qu'il faut pour que l'aventure de la création d'entreprise fonctionne? Pour moi, il y a deux grandes catégories là-dedans. Est-ce que je vais gagner de l'argent en vendant mon produit? C'est un point assez important et je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs qui, quelque part, mettent ça un peu de côté. Or, c'est quand même un point hyper important parce que c'est ce qui va donner la pérennité de votre entreprise à long terme. Donc, à un moment donné, il va falloir que vous gagniez de l'argent en vendant votre produit, même un peu, parce que sinon, vous n'allez jamais réussir à être rentable.
Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, quel va être le prix acceptable pour mon produit? Donc là, il faut que vous ayez une première hypothèse et il faut que vous alliez confronter cette hypothèse-là avec la réalité du monde extérieur. Et quels sont les coûts associés à la production et à la distribution de mon produit ou de mon service, sans les minimiser et en essayant d'être le plus exhaustif possible. Les coûts de production, les coûts de distribution, si vous avez des loyers, de la pub à réaliser, etc. Tout ça, après, il y a plein de frameworks qui vous aideront à détailler l'ensemble des coûts liés à votre projet, mais déjà, se dire, oui, il va y avoir des coûts associés et ils vont être de différentes natures, c'est déjà une bonne première étape. Et là, vous allez déjà vite vous rendre compte de deux choses. Soit, en fait, votre produit, il va être relativement cher à produire, et donc il y a un coût minimum, il y a un prix minimum à atteindre. Soit au contraire, le prix auquel les clients sont prêts à acheter votre produit, il est assez contraint, et du coup, il va falloir que vous trouviez une solution pour le produire à un coût qui est en dessous de ce prix, évidemment. Pour faire ça, moi, une petite astuce que je trouve, une petite pratique que je trouve assez facile, utilisez un Google Form, faites un petit formulaire qui décrit un petit peu les grandes questions, les grandes fonctionnalités que vous imaginez sur votre produit, et posez quelques questions un peu naïves à travers un Google Form. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer, plus que temps, moins que temps, entre temps et temps, etc., etc. Et diffusez ce formulaire à vos proches, à votre famille, en disant, ben voilà, aidez-moi à définir mon produit. Vous allez récolter comme ça tout un tas d'informations extrêmement intéressantes qui vont vous aider à mettre le bon prix. Ça répond peut-être à la question comment calculer un prix ou un service qui a été posée par Cécile. Merci beaucoup pour la question. C'est pour un prix ou un service, il y a deux choses. Il y a un, quel est le prix que les gens sont prêts à payer? Donc, c'est-à-dire quelle est la valeur qu'ils perçoivent dans votre service. Et ça, en fait, vous allez devoir faire une hypothèse et aller demander à vos clients ou à vos prospects combien êtes-vous prêts à payer pour ce service-là. Au début, vous allez le faire avec certains prospects peut-être avec lesquels vous êtes plus proches, et qui vont accepter quelque part d'essuyer un petit peu les plâtres. Et vous allez voir, vous allez vite voir en fait quelle est la bonne fourchette, le bon ordre de grandeur sur lequel vous pouvez jouer. Et ensuite, il y a une autre façon ça c'est un premier volet, c'est qu'est-ce que le client est prêt à payer. Et puis il y a qu'est-ce que ça vous coûte. Finalement, c'est ce qu'on appelle le cost plus. C'est-à-dire ça vous coûte tant. Par exemple, j'y passe tant d'heures et mon taux horaire chargé, donc avec les charges, etc. Il vaut tant, il vaut X euros. Je veux faire 20, 30, 50% de marge. Donc mes 100 euros plus mes 50% de marge, il faut que je vende mon prix à 150, il faut que je vende mon service à 150 euros, par exemple. C'est une autre façon de faire. Et en fait, c'est en faisant ces deux exercices-là que vous allez vous rendre compte de quel est le bon prix. Et in fine, c'est quand vous allez interroger les gens et vous allez mettre votre produit sur le marché que vous allez vous rendre compte si le produit est bien pricé ou pas. Donc, il n'y a pas de méthode magique, mais la bonne façon de le faire, je trouve, c'est d'aller parler à vos clients et leur proposer un prix. Vous allez vite voir s'il est trop cher. Après, tous les clients, en général, vont vous dire que c'est trop cher, mais vous allez vite voir si ça exclut complètement l'acte d'achat ou si c'est juste un peu trop cher, ou au contraire, si les gens achètent sans se poser de questions, auquel cas, vous pourrez vous demander est-ce que vous n'êtes pas un peu sous-pricé. Ensuite, le deuxième volet, si je reviens aux questions qu'il faut se poser pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour que l'aventure fonctionne, il y a une grosse question à se poser qui a plusieurs volets très complexes, on n'aura pas le temps d'entrer dans le détail de tous, c'est quels sont les moyens, les ressources nécessaires à mon projet de création. Et là, il faut vous poser plusieurs questions. Quelles sont les compétences qui vont être nécessaires dans mon aventure? Est-ce que j'ai besoin de compétences particulières en juridique, en comptabilité, dans le droit d'un secteur particulier, en design, en vente, etc. Et ça sera intéressant de mettre ça en regard des compétences que vous avez ou que vos associés ont et celles que du coup vous allez devoir chercher à l'extérieur. Ensuite, quelle est l'équipe dont je vais avoir besoin pour faire ça? Est-ce que je peux le faire seul? Est-ce que je dois le faire avec des collaborateurs? Est-ce que je vais avoir besoin d'une équipe qui grossit en fonction de ma base client, etc., etc. Est-ce que je vais devoir trouver des partenaires externes pour réaliser une partie de mes opérations ou une partie de l'activité de l'entreprise? Où est-ce que je vais devoir être localisé? Est-ce que je peux démarrer mon aventure de chez moi? En ce moment, c'est plutôt pratique de démarrer de chez soi, mais c'est pas toujours possible. Est-ce que, au contraire, je dois me localiser à un certain endroit parce que c'est là que se trouvent mes clients, ou c'est là que passent mes clients, par exemple? Et enfin, quel est le financement qui va être nécessaire à mon aventure? On va le voir, c'est un peu... Il va falloir le détailler beaucoup plus pour savoir exactement quel est le financement nécessaire, mais c'est un point à ne pas du tout ignorer. Quel est le financement dont je vais avoir besoin? Et d'ailleurs, c'est un bon point, c'est une bonne question à se poser. Quel est le financement personnel que je suis prêt à mettre dans une telle aventure? Qu'est-ce que je suis prêt à risquer financièrement dans une telle aventure? C'est une bonne question à se poser assez en amont.
Une fois qu'on a fait ça, il y a plein d'outils qui existent pour après structurer les réponses à ces questions dans certains frameworks ou Canva. Il y en a un que moi je trouve assez facile, qui est très répandu, qui s'appelle le Lean Canva, c'est celui que je vous présente là, qui est une sorte de Canva pour aider à se lister, à savoir qu'on n'a pas oublié d'aspects dans la création de son entreprise. Donc typiquement, on va pas forcément y revenir sur tous, mais l'idée c'est de prendre une feuille A4 et de pouvoir écrire dans chacune de ces cases, en quelques mots, la réponse à l'élément qui est dans la case. C'est bien de le faire sur une feuille A4 parce que normalement, vous devez pas écrire dans chaque case un roman de 8 pages. Il faut que ça tienne en quelques mots. Sinon, c'est qu'en fait, c'est pas encore suffisamment concis ou précis. Donc typiquement, le problème, la solution, c'est votre produit. Les métriques clés, c'est qu'est-ce qu'il va falloir sur quel indicateur il va falloir que vous ayez l'œil pour savoir si votre business est en train de bien fonctionner ou pas. Est-ce que c'est votre taux de croissance? Est-ce que c'est le nombre d'abonnés à votre blog? Est-ce que c'est le nombre de clients qui passent devant votre boutique? Voilà, ça peut être très varié, mais ça va dépendre complètement de votre business. La proposition de valeur unique, c'est en somme, pourquoi est-ce que les clients viendraient acheter votre produit et pas un autre? L'avantage compétitif, les canaux de vente, par quels moyens en fait j'attire des clients pour acheter mon produit, les segments de clients, qui j'attire, et il peut y en avoir plusieurs qui vont être attirés en plus différemment, les structures de coûts et les structures de revenus. C'est très important de savoir d'où viennent vos coûts et d'où viennent vos revenus, surtout que dans certains cas, c'est pas forcément les personnes qui utilisent votre produit qui vont le payer. Mais donc, il faut quand même bien être sûr d'avoir compris d'où vont venir les revenus de votre entreprise et par contre, qu'est-ce qui va vous coûter de l'argent. Tout ça, c'est des questions finalement assez standards, mais il faut que vous ayez une réponse concrète à ces questions-là pour pouvoir aller discuter de votre projet, soit avec des financeurs un peu plus tard, soit même avec d'autres partenaires ou des contacts. Parce que si vous n'avez pas les réponses à ces questions-là, même des hypothèses, ça sera difficile de comprendre quel est votre projet. Pour aller plus loin là-dedans, dans ce type de Canva, je vous ai mis un petit lien sur une présentation. Il y en a plein qui existent sur Internet. Celle-là, assez bien faite, assez concise. Après, il y en a plein d'autres. Je n'ai pas la prétention d'avoir choisi forcément la meilleure, mais si vous voulez aller plus loin sur comment remplir ça et surtout avoir des exemples de ce type de Canva rempli, je vous invite à suivre ce lien dans la présentation. On trouvera un moyen d'ailleurs de rendre la présentation disponible par la suite. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a des premières idées, questions et des premières réponses, c'est là qu'à mon avis, il est intéressant de commencer à rédiger les premières pierres un peu structurées de votre projet. C'est structurer sa pensée et rédiger. Donc c'est là qu'on commence à ouvrir des documents Word, des Excel, des PowerPoint, etc. La première étape, je pense, c'est de rédiger un business plan. Donc un business plan, c'est typiquement, vous prenez un document Word et puis vous commencez à rédiger votre business plan. On peut y passer littéralement 4 heures à expliquer ce que c'est qu'un business plan. Il y a, moi, une des ressources que je trouve extrêmement bien faites sur le site de BPI France. Je vous ai mis les liens sur la présentation. Je trouve effectivement très bien faites toutes leurs ressources documentaires. Et vous avez en particulier celle sur le business plan qui vous explique comment structurer votre business plan dans tout le détail. Donc, je pense que c'est une ressource où vous pouvez partir de là. C'est extrêmement bien. Le seul conseil que moi je vous donnerais, c'est de faire très simple au début pour votre business plan. Rédigez pas un mémoire de 150 pages avant d'aller le confronter à l'extérieur, parce que de toute façon, il va beaucoup évoluer avec les premiers échanges que vous aurez à l'extérieur. Ensuite, une fois que vous avez une ébauche de business plan, un truc que je trouve assez utile, c'est d'essayer de faire une première plaquette commerciale, une brochure, qui va présenter votre produit. Alors, après, ça dépend quelque part des compétences en design que chacun de nous a, mais à la limite, peu importe. Ce qui est important, c'est de se dire, essayez de mettre sur le papier, quelque part, ce qui va être ce que vous allez présenter pour vendre votre produit à quelqu'un, à un tiers qui ne le connaîtrait pas. Et donc, ça va vous forcer à dire, qu'est-ce que je dois mettre en avant comme qualité dans mon produit, et c'est un bon exercice à faire, parce que vous allez utiliser ça après pour aller essayer de vendre votre produit, même sur papier, avant qu'il existe réellement. Et ce sera beaucoup plus facile d'itérer sur une plaquette commerciale papier que de faire évoluer votre produit une fois qu'il est déjà conçu. Ensuite, si vous avez le temps ou si c'est pertinent pour vous, je vous conseille de réaliser un prototype de votre produit ou de votre service. Alors, ça peut être un prototype non fonctionnel. Par exemple, si vous avez en tête un site web, ça peut être intéressant de maqueter les différents écrans que vous envisagez, ou si c'est un produit physique, d'en réaliser une version peut-être dégradée, un peu pas forcément fonctionnelle dans tous les aspects, mais ça va permettre de montrer ça à des futurs clients ou à des futurs prospects ou à des futurs financeurs pour quelque part rendre les choses plus concrètes et pareil, faire évoluer les fonctionnalités.
Et enfin, chose qui est souvent assez pénible en fonction de notre parcours à chacun, c'est de construire des projections financières. Et c'est là que malheureusement, vous allez quand même devoir un jour ouvrir Excel et faire des projections financières qui peuvent être relativement complexes. Pareil, il y a plein de modèles qui existent sur Internet. Je vous conseille pareil, de commencer par des choses relativement simples. L'idée est de faire une projection de d'où viennent vos revenus et à quelle vitesse ils évoluent. Donc, par exemple, chaque mois par mois, combien vous avez de clients, combien vous vendez de produits, à quel prix, et du coup, combien ça vous rapporte d'argent en termes de chiffre d'affaires. Puis, désolé, j'enfonce peut-être beaucoup de portes ouvertes pour certaines ou certains, mais voilà, je pense que c'est important de se dire, il y a un moment, il faut savoir comment je gagne de l'argent, mois par mois, comment je le dépense, quelles vont être mes dépenses liées à mes coûts humains, mes dépenses fixes, mes coûts de loyer, mes coûts d'assurance, mes coûts de banque, etc. Et in fine, du coup, est-ce que je gagne ou je perds de l'argent chaque mois? Et en tirant le trait chaque mois, normalement, ça doit permettre d'atteindre une rentabilité. Donc, c'est à un moment où vous allez gagner plus que vous ne dépensez. Et dans la phase avant que vous ne gagniez plus d'argent et que vous n'en dépensez, eh bien ça va définir votre besoin en financement. C'est-à-dire combien d'argent vous devez apporter initialement dans votre entreprise pour que ça puisse atteindre la rentabilité. Et là, moi, je vous encourage à faire des plans qui soient réalistes. Donc, vous allez faire plein d'hypothèses sur le nombre de clients que vous allez acquérir, à quelle vitesse. Voilà, ça va être bourré d'hypothèses. Soyez assez réaliste, ambitieux mais réaliste. Et de toute façon, attendez-vous à devoir revenir très souvent sur ces hypothèses de projection et vous dire est-ce que finalement, est-ce que ça tient ou est-ce que ça ne tient pas financièrement. Si vraiment, quoi que soient vos hypothèses, ça ne tient pas financièrement, c'est quelque part, enfin, c'est que c'est pas forcément une bonne opportunité. Et du coup, estimer ces projections financières, ça permet in fine d'estimer, pour moi, deux choses importantes, son besoin de financement initial et montrer qu'à un moment donné, peut-être jour 1, mais peut-être pas, l'entreprise devient rentable. Si elle devient jamais rentable, c'est pas forcément un très bon signe. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, je pense pas, le technicien, on va essayer de pousser jusqu'à 16h50, donc je vais faire très vite pour la suite et de répondre à vos questions. Une fois qu'on a fait ça, je pense que l'idée, c'est de confronter son idée, de se faire challenger de l'extérieur. Donc là, vous allez utiliser tout ce qu'on a fait avant, votre business plan, vos plaquettes, etc., pour présenter votre projet. Une des erreurs, je pense que j'ai vu sur la plupart des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs en général, c'est qu'ils se disent, mon idée, elle est confidentielle, je veux pas en parler, etc. Franchement, la probabilité que la personne à qui vous en parlez arrête ce qu'elle fait dans sa vie pour lancer votre projet, elle est super faible. Par contre, qui vous donne des bons conseils pour comment monter votre projet, ça, c'est une super opportunité. Donc, je vous conseille d'en parler très largement. Pas de révéler des secrets internes ou des secrets de fabrication, mais parlez de votre projet, confrontez-vous aux autres. Ces échanges-là vont vous permettre de mieux définir votre produit, lister les nouvelles questions, mieux comprendre les véritables enjeux de votre business. Alors là-dessus, je pense qu'un truc qu'il faut garder en tête, c'est prenez beaucoup de notes parce que vous n'arriverez pas à tout retenir, mais prenez beaucoup de notes pour pouvoir ensuite faire évoluer votre business plan. Et alors, ne vous laissez pas démotiver parce que souvent les gens vont voir ce qui ne va pas marcher dans votre business. Donc, vous ne vous laissez pas démotiver, mais par contre, entendez aussi les doutes réels sur votre business. La pire des choses, c'est de se dire non, mais ce que vous pensez, c'est complètement faux. Surtout si vous parlez à des futurs potentiels clients, leur avis compte plus que tout. Ou des financeurs, parce qu'ils ont beaucoup de recul en général sur la création et sur le business. Et donc, leur avis compte. Et quand vous avez trop de doutes et que vous n'avez pas une réponse objective à donner, c'est en général assez mauvais signe. Quand vous avez fait ça, il faut se poser la question, est-ce que c'est toujours une bonne opportunité pour moi? Il y a deux volets là-dedans. Est-ce que c'est une bonne opportunité? Est-ce que c'est une bonne opportunité pour moi? Est-ce que c'est une bonne opportunité quelque part? Est-ce qu'il y a trop d'inconnus? S'il y a encore trop d'inconnus, c'est que ce n'est pas une opportunité. C'est qu'il y a trop de signaux orange ou rouge. Est-ce que c'est rentable de façon réaliste? Si c'est pas rentable, c'est pas forcément une bonne opportunité. Et ensuite, est-ce que c'est une bonne opportunité pour moi? Parce qu'en soi, il peut y avoir un bon business à lancer, mais vous l'avez défini et au final, ça correspond pas à ce que vous vouliez faire, ça correspond pas à vos aspirations. Et à ce moment-là, il faut pas le lancer. Si ça a trop d'impact sur vous, si c'est pas motivant au bout de quelques années, il vaut mieux ne pas le lancer aujourd'hui. Parce que vous allez faire grandir vos frustrations et vous allez finalement soit quitter une association ou planter une boîte au bout de quelques années ou de quelques mois, et c'est la meilleure chose, c'est la pire des choses à faire. Donc c'est un choix très difficile, mais il faut savoir des fois reconnaître que la première idée qu'on a eue n'était pas encore la bonne, mais qu'il y en aura d'autres. Si vous êtes entrepreneur dans l'âme, vous aurez plein d'idées, et il y en aura forcément une sur laquelle vous lancerez. Et une fois qu'on a fait ça, j'essaie de finir en 4 minutes, une fois qu'on a fait ça, il faut oser se lancer. Donc là, il n'y a pas grand-chose à savoir.
il faut être conscient, à mon avis, que c'est un marathon et pas un sprint. Donc, il faut vous ménager du temps pour vous, il faut vous ménager du temps de pause, du temps pour souffler, il faut avoir confiance en vous et il faut organiser, à mon avis, organiser votre agenda. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez vous organiser, notamment les premiers jours où on se retrouve relativement seul. Il faut vous dire, bah voilà, moi, ce matin, je vais faire ça. L'après-midi, je vais définir ma plaquette. Ensuite, je vais passer des coups de fil à tel ou tel, je vais essayer d'atteindre tel et tel client. Et puis, je vais m'arrêter à telle heure pour avoir une vie normale. Faut pas, c'est un sprint, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, il faut que vous ayez aussi des temps pour vous, des temps de repos. Et ça, c'est hyper important. On ne le dit pas forcément suffisamment au début, mais c'est un vrai marathon, ça va durer plusieurs années. Donc, il faut que vous ayez des ressources. Ensuite, rédiger les documents, réaliser les démarches administratives et sécuriser le financement. Et enfin, communiquer sur votre lancement. Parce que bah, c'est satisfaisant d'une part, et ça permet de faire savoir au monde que vous vous lancez. Là-dessus, je vous ai mis pareil un certain nombre de ressources qui sont assez intéressantes, importantes pour se lancer. Pour rédiger les documents clés, je vous conseille vivement de faire appel à un avocat ou à un conseiller juridique parce que bah, typiquement, le pacte d'associés, c'est un document extrêmement important que souvent les gens oublient, mais quand on s'associe avec quelqu'un, bah, c'est un peu comme un contrat de mariage. Quand tout va bien, tout est rose, c'est génial, mais au bout de quelques années, il peut y avoir des frustrations qui grandissent. Et je vous conseille vivement d'avoir un pacte d'associés si vous vous associez avec quelqu'un. Renseignez-vous pour savoir ce que c'est, sinon ravi d'en reparler si vous voulez, mais c'est vivement conseillé si vous vous associez. Et puis ensuite, ben, pour tous les autres aspects, je vous ai mis quelques pistes comme ça pour voir si vous pouvez trouver d'autres informations. Mais en soi, il y a de quoi communiquer pendant encore quelques heures. Est-ce que, désolé, on fait ça un peu au pas de charge, est-ce qu'il y a des questions auxquelles vous voudriez que je réponde suite à cette petite présentation? Alors, je vois que vous avez dit que c'est intéressant de rajouter une ligne sur la mission. Oui, effectivement, sur le Canva, on peut rajouter une petite ligne sur la mission qu'on se fixe. Après, des Canva, il y en a plein, mais on peut effectivement toujours remettre en tête quelle est la mission qu'on se fixe. Alors, très bien. Est-ce que des recommandations sur les organismes qui pourraient nous accompagner? Oui. Alors, des recommandations, je ne sais pas si j'en ai. Enfin, je ne vais pas vous recommander un organisme plutôt qu'un autre. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas démarrer seul. Donc, effectivement, vous prenez des contacts. Ensuite, vous avez tout un tas d'organismes, type des incubateurs, des accélérateurs, des pépinières d'entreprise, qui sont disponibles en fonction des thématiques que vous choisissez. Et ça, bah, listez-les. Enfin, ils sont disponibles sur Internet. Vous tapez accélérateur, incubateur, accompagnement d'entreprise. Et vous en avez plein. Typiquement, pareil, le site de BPI France regorge de contacts là-dessus. Pour communiquer le lancement, faites un post LinkedIn, c'est ce qui marche le mieux. Êtes-vous joignable par la suite par mail? Alors, j'espère que vous aurez mes coordonnées par la suite. Après, je ne garantis pas de répondre dans un délai très très court, malheureusement, mais pourquoi pas. Ou sinon, ajoutez-moi sur LinkedIn, je serais ravi d'échanger là-dessus. Type incubateur ou autre, de votre expérience, de votre point de vue. Un incubateur ou un accélérateur, ça peut être une très bonne chose, mais il faut avoir déjà défini un peu son projet, je pense. Combien de temps faut-il pour créer une entreprise? Franchement, c'est extrêmement vaste. Je pense qu'il faut fixez-vous un temps pour vous dire combien de temps je me laisse pour structurer mon projet d'entreprise. Ensuite, pour créer une entreprise, ça peut durer, enfin, la création en soi, l'acte de création dure une semaine, ou à peine, quelques jours. Mais par contre, pour la structurer, il faut vous laisser un certain temps. Moi, typiquement, pour créer notre studio, on a mis quasiment 6 mois à structurer le projet ou récupérer des études de marché complètes. Alors, il y a des bases de données qui existent qui sont payantes en général et qui donnent des études de marché très complètes, mais aussi très très lourdes. Honnêtement, c'est pas forcément la meilleure source pour le faire. Il vaut mieux aller parler à des acteurs du marché et se renseigner sur Internet. Quels sont les erreurs à ne pas commettre? Il y en a plein. Je crois qu'on n'a pas le temps d'aller là-dedans, mais ajoutez-moi sur LinkedIn et ravi d'échanger par téléphone là-dessus. Toute la présentation à disposition. Oui, je vais faire en sorte que vous l'ayez, soit directement via le site de Elective, soit vous l'aurez sur le site de TechnoFounders, j'imagine. Bon, eh bien, je vous salue. On me dit que le temps est écoulé et merci beaucoup pour votre attention et j'espère que j'ai été suffisamment clair. Merci. Au revoir.